Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Nous sommes mercredi 1er février. Merci d'être au rendez-vous de ce premier journal du mois de février. Les principaux titres pour commencer. Le responsable de l'EBR dans la région centre serait menacé. Ses proches pointent du doigt le représentant du CNDD-FDD à Gitega. Les causes de cette persécution, c'est dans ce journal. Les déplacés du site Ruhororo sur le point d'être chassés par l'administrateur de Ruhororo. Cette autorité argue que les terres qu'ils occupent appartiennent à d'autres personnes. Et enfin, dans ce journal, nous reviendrons sur le cas des enfants des camps de réfugiés d'Unyarugusu Nduta qui n'étudie pas depuis 2 semaines. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Encore une fois, bonsoir ou bonjour. Ouvrons ce journal avec la page sécurité. Au moins 20 personnes ont été assassinées au cours du mois de janvier qui vient de s'écouler. Ces assassinats répertoriés par la rédaction de la RPA ont été commis dans 12 différentes provinces. Parmi ces victimes, 4 femmes qui ont été tuées par leur mari. Le point avec Eric Nyonzima. La capitale économique Bujumbura qui vient en tête des entités qui ont enregistré des cas d'assassinat au cours du mois dernier. En effet, elle compte à elle seule 6 mètres, suivi de la province de Chibitoke qui en compte 3 en 3e position, via la province Rumonge avec 2 cas. Quant aux provinces Karusi, Muyinga, Bujumbura, Makamba, Bururi, Ngozi, Kayanza, Muramvya et Kirundo, elles ont enregistré chacune un cas d'assassinat au cours du mois de janvier qui vient de s'achever. Les corps de 10 de ces victimes ont été découverts gisant à différents endroits. Parmi ces personnes, il y en a qui ont été tuées à la machette. Et comme les autres témoins, les femmes n'ont pas été épargnées. En effet, 5 des victimes étaient de sexe féminin, dont 4 tués par les conjoints dans les provinces d'Ongozi, Kirundo, Chibitoke et Amiri de Bujumbura. Merci à toi Eric Nyonzima. Je viens de vous le dire, les proches d'un citoyen natif de la commune Gishubi en province de Gitega, responsable de l'Office burundais des recettes OBR dans la région centre du Burundi, alerte le président de la République pour que le leur ne soit pas tué. Ils font savoir qu'il a été arrêté aux allures d'enlèvement par des policiers la semaine passée à son lieu de travail au chef-lieu de la province de Gitega et a été conduit manu militari dans un lieu jusqu'ici inconnu. Selon les proches de cet employé de l'OBR, le leur serait victime d'avoir été embauché à ce poste après avoir réussi le test de recrutement et non par désignation du responsable du CNDD-FDD en province Gitega. Suivez plutôt l'un des proches de ce citoyen victime d'arrestation arbitraire. Nous sollicitons l'intervention du président de la République pour que Adrien Lenôtre, responsable de l'Office burundais des recettes OBR dans la région centre du pays, soit libéré. Il a été arrêté arbitrairement la semaine passée à son lieu de travail au chef-lieu de la province de Gitega par des policiers et nous ne savons pas où il a été conduit. Des informations qui nous parviennent indiquent que le responsable du parti CNDD-FDD en province de Gitega, Georges Shimirimana, serait impliqué dans cette arrestation à cause de la jalousie. Nous avons appris qu'il agirait de le faire du mal parce qu'il n'a pas été embauché par lui et ne bénéficie pas des points de vin qu'il attendait de la part de celui qui occuperait ce poste avec son accord. Bien qu'Adrien Lenôtre soit membre du parti au pouvoir, il n'a pas eu ce poste grâce à la faveur du parti. Il a plutôt réussi le test de recrutement, ce qui fâche son responsable du CNDD-FDD qui pense que toutes les candidatures doivent être approuvées par lui. Nous avons appris qu'il veut l'éliminer physiquement pour embaucher quelqu'un d'autre de la même localité de Gishubi, sa commune natale. Nous demandons au président de la République de s'impliquer pour que le nôtre soit retrouvé. Nous lui rappelons ce qu'il a dit à propos du recrutement aux différents postes. Il a bien précisé que les critères de recrutement sont basés sur le savoir-faire ou la compétence,
et non sur le clientélisme et le favoritisme. Nous demandons donc au président de la République de nous aider pour retrouver le nôtre et de couper court avec ce genre de comportement de certains responsables du CNDD-FDD qui tuent des innocents pour leurs propres intérêts. Cela n'est pas digne pour un pays démocratique dont sa politique de gouvernance doit être basée sur la bonne gouvernance et l'état de droit. Et en politique, les Imbonerakure continuent de persécuter les membres des partis de l'opposition en toute impunité. C'est ce qu'affirme l'initiative pour les droits humains au Burundi dans son rapport intitulé « Une alliance précaire qui détient le pouvoir au Burundi ». Cette organisation analyse aussi les relations entre les personnalités influentes du CNDD-FDD. Émile Nibasumba nous fait le point. L'organisation IDHB revient sur le limogeage d'Alain Guillaume Wunyoni. Même s'il était considéré comme un intouchable, Alain Guillaume Wunyoni était parmi les autorités les plus impopulaires du pays selon l'IDHB, qui estime que sa réputation de cupidité et de corruption et sa richesse ostentatoire ont provoqué de plus en plus d'irritation alors que la situation économique se détériorait et que les Burundais luttaient pour faire face à la hausse du coût de la vie. L'initiative pour les droits humains au Burundi rappelle qu'Alain Guillaume Wunyoni et son remplaçant au poste de Premier ministre Gervais Ndirakobucha, alias Ndakugarika, ont été impliqués dans de graves violations des droits de l'homme dans le passé. En limogeant Alain Guillaume Wunyoni, le président Evariste Ndayishimiye a montré sa force. Selon cette organisation, en ce qui concerne les relations entre le président Evariste Ndayishimiye et le secrétaire général du CNDD-FDD, Révérien Dikurio, l'IDHB indique que certains observateurs s'attendaient à ce que des décisions importantes concernant la direction du parti soient prises lors du congrès du CNDD-FDD du 22 janvier, mais que le seul changement majeur a été la nomination d'un nouveau secrétaire général adjoint pour remplacer celui qui venait d'être élu à la présidence de l'Assemblée législative de la communauté est-africaine. Mais l'IDHB indique que le CNDD-FDD a annoncé qu'au cours du congrès, il avait adopté des amendements de ses statuts, mais que l'IDHB n'a pas de détails sur les amendements en question. L'IDHB indique que l'une des divergences entre les deux personnalités est que Révérien Dikurio insiste beaucoup sur le renforcement des Imbonerakure au détriment de la population pour renforcer en même temps le règne du parti sur une longue période, alors que le président de la République n'est pas de cet avis, mais malgré les promesses du président Ndayishimiye, les pouvoirs excessifs des Imbonerakure n'ont pas été réduits de manière uniforme à travers le pays, selon l'IDHB. Des habitants de certaines zones ont rapporté que des Imbonerakure continuaient de patrouiller dans les rues la nuit, vêtus parfois d'uniformes et de bottes militaires, portant de faux fusils, des machettes, des couteaux, des bâtons et des outils de communication Motorola. Selon l'IDHB, certaines actions des Imbonerakure ont pour objectif d'affaiblir l'opposition. Page gouvernance à présent, l'administrateur de la commune Ruhororo en province Ngozi est accusé par les déplacés internes du site de Ruhororo de les persécuter dans le but de les chasser de ce site. Memert Vilukundi est accusé de menacer certains de ces déplacés internes en leur disant qu'ils occupent des parcelles appartenant à d'autres citoyens alors que les parcelles du site de Ruhororo leur ont été attribuées par le gouvernement. Emmanuel Niyungeko nous en dit plus. Les déplacés internes qui ont été rassemblés dans le site de Ruhororo, en commune de Ruhororo de la province de Ngozi, indiquent qu'ils sont préoccupés par les persécutions dont ils sont victimes de la part de l'administrateur de cette commune de Ruhororo. En effet, cette autorité est en train d'ordonner certains déplacés internes de quitter leurs parcelles du fait qu'elles appartiennent à d'autres citoyens, comme le témoigne l'un d'entre eux. Nous sommes vraiment inquiétés par le comportement de l'administrateur de la commune Ruhororo, Mamerte Birukundi. Elle a pris l'habitude de persécuter ceux qui vivent dans le site de Ruhororo en cherchant à tout prix à démolir leurs maisons car, selon elle, ils occupent des propriétés d'autres citoyens. À certains déplacés, elle leur a donné jusqu'au mois d'août pour que leur maison soit démolie. À cause des pots de vin qu'on lui donne, elle veut chasser les personnes qui vivent dans le site de Ruhororo afin de vendre leurs parcelles.
Ce déplacé interne ajoute que Mamerte Birukundi, administrateur de la commune de Ruhororo, a dépassé les limites car elle donne l'autorisation à ceux qu'elle appelle les propriétaires des parcelles d'entrer dans le site de Ruhororo pour y mettre des bornes. Ce déplacé interne disait que c'est une stratégie que cette autorité administrative a adoptée pour semer la haine entre eux et les anciens propriétaires des terres. À présent, elle autorise ceux qu'elle appelle les propriétaires des terres partagées une parcelle jusqu'à pénétrer dans le site et y mettre des bornes. Pour cas illustratif, nous pouvons citer les héritiers du feu de Kumagenge qui ont partagé leurs parcelles jusque dans le site où ils ont mis des bornes dans les maisons des gens. Alors, nous nous demandons ce qui va arriver demain ou après-demain. Si ceux qu'elle appelle les propriétaires des terres venaient cultiver dans les parcelles des gens, nous constatons qu'elle n'a d'autres objectifs que de diviser les citoyens afin que les déplacés internes soient en conflit avec les anciens propriétaires. Ces citoyens qui vivent dans le site de Ruhororo demandent avec insistance au gouverneur de la province d'Ongozi, au ministre de l'Intérieur ainsi qu'au président de la République de leur rendre justice en ramenant à la raison l'administrateur de la commune de Ruhororo, étant donné qu'elle est en train de violer le droit de vivre en paix et en sécurité comme tous les autres Burundais. Et en économie, depuis ce mardi, les hôtels sont autorisés de facturer en devises les étrangers qui séjournent au Burundi. L'annonce a été faite conjointement par les ministres du Commerce et des Finances dans une réunion avec les propriétaires et responsables des hôtels. Cette mesure met fin à la décision de la Banque centrale prise en 2019 qui recommandait aux hôtels de ne pas facturer en devises les étrangers qui séjournent au Burundi. Plus de détails avec Josiane Mozaneza. Le ministère du Commerce, du Transport, de l'Industrie et du Tourisme vient de sortir un communiqué relatif aux services rendus par le secteur hôtellerie et tourisme au Burundi. En effet, dans ce communiqué rendu public ce mardi 31 janvier 2023, il est stipulé que dès ce 1er février, aucun hôtel n'est autorisé à facturer les étrangers en monnaie locale. Dans une réunion tenue à l'endroit des acteurs du secteur du tourisme, le dit ministère en collaboration avec celui des finances et du budget de l'État, il a été annoncé à tous les intervenants dans l'industrie hôtelière du Burundi que désormais tous les hôtels doivent s'enregistrer dans la plateforme digitale du service général des migrations du Burundi et porter à la connaissance du public par affichage les prix des services rendus aux résidents en francs burundais et aux non-résidents en devises. En plus de cela, il a été décidé que les services rendus aux résidents doivent désormais être facturés et réglés en BIF, tandis que les services rendus aux non-résidents seront facturés et réglés en devises. Il a été également instruit aux services intervenant dans le secteur du tourisme de faire un suivi régulier et rigoureux pour s'assurer du respect de toutes ces mesures. Vous saurez que cette décision vient remplacer certains points se trouvant dans l'actuelle réglementation d'échange édictée par la Banque centrale en date du 17 septembre 2019, laquelle réglementation stipulait dans son article 4 que les hôtels perdaient désormais leur qualité de changeur agréé tout en gardant néanmoins la possibilité d'accepter les paiements en devises avec l'obligation d'afficher les tarifs en francs burundais à condition d'appliquer le taux officiel fixé par la BRB. Une nouvelle pénurie d'eau potable dans certains quartiers de la commune Mukaza en mairie de Bujumbura. Le peu de fois qui sont approvisionnés, c'est durant les heures avancées de la nuit et ça ne dure que le temps de la rosée. Des odeurs insupportables se dégagent des toilettes à siège utilisées dans ces quartiers. Elvis Nyomongere. Les habitants du quartier Kamisa 1, c'est dans la capitale économique de Bujumbura, indiquent que le problème de manque d'eau potable devient de plus en plus un casse-tête pour eux. Selon notre source dans ce quartier, la dernière fois qu'ils ont eu de l'eau potable, c'était avec le ravitaillement de la Croix-Rouge il y a 2 semaines, lorsque un cas de choléra s'était déclaré dans le quartier. On a eu d'eau potable le 19 quand il est apparu un cas de choléra. La Croix-Rouge nous a emmené de l'eau dans un camion. Ils nous ont dit que ce sont eux qui ont demandé l'eau pour nous. Ce ravitaillement a été fait pendant 2 jours seulement. Ces habitants demandent à la régie des eaux de leur donner régulièrement de l'eau sous ces réquinaires pendant la nuit. Nous demandons à la régie des eaux de nous fournir de l'eau, même
à 3 heures du matin pendant que les autres dorment, qu'on nous donne de l'eau chaque jour et ne pas attendre qu'il y ait des problèmes de santé. Ces habitants du quartier Kamisa 1 ne comprennent pas pourquoi ils ne sont pas servis quotidiennement en eau potable comme les voisins du quartier Kamisa 1 situé à une distance d'1 kilomètre seulement. Parlons éducation avant d'Oclore, grogne au sein du personnel enseignant de l'école fondamentale de Tchewe en commune et province Kirundo suite au manque de latrines leur destinée. Ces enseignants expliquent que cette situation est consécutive aux actes de détournement de fonds qu'ils imputent au directeur de la dite école en précisant qu'ils sont actuellement contraints de se rendre dans les environs pour trouver des lieux d'aisance. Éloge divin, les méchants. Le responsable pointé du doigt répond au nom d'Evelyne Molekatete, directrice de l'école fondamentale de Tchewe dans la commune et province de Kirundo. Les enseignants prestants à la dite école accusent cette autorité d'avoir détourné les fonds destinés à la construction des latrines pour les enseignants. Notre source dans la zone Tchewe témoigne. Il s'agit d'un détournement de fonds pur et simple. Au mois de septembre dernier, l'école avait vendu des porcs pour une somme de 750 000 francs et avait décidé d'utiliser une partie de cet argent pour construire les toilettes pour les enseignants. L'école disposait déjà d'une dizaine de tôles, quelques briques et des pierres et du sable qu'on avait gardé après la construction d'une salle de classe. Le comité de gestion s'était convenu avec la direction d'acheter du sable, du ciment et des briques supplémentaires. Ils avaient aussi décidé de creuser une fosse septique. Nous ne voyons pas donc à quoi ont servi les 430 000 francs qu'on a donnés à la directrice, car il y avait déjà des matériaux disponibles sur place. Le personnel enseignant de l'école fondamentale de Tchewe révèle que la directrice de l'école, Evelyne Molekatete, s'est également accaparée des matériaux destinés à la construction et les a utilisés pour ses intérêts personnels. Ce qui a fort étonné les enseignants, c'est que la directrice a décidé d'acheter des briques adobe à la place des briques cuites. Pire encore, la directrice a même emporté les briques cuites que l'école avait gardées pour les utiliser dans son propre chantier en cours de construction. Pour le moment, il s'observe un manque flagrant des lieux d'aisance pour ces enseignants qui sont obligés de quitter les enceintes de l'école pour se soulager. Les enseignants ont constaté que l'espace occupé par les toilettes construites était très réduit. Les murs sont très resserrés et se trouvent tout près de la fosse septique, au point qu'il serait même difficile pour un enfant d'utiliser ses latrines. Maintenant, les enseignants n'ont pas de toilettes et doivent donc aller chercher à l'extérieur de l'école. En définitive, le personnel soignant de l'école fondamentale de Tchewe déplore le despotisme de la directrice Evelyne Molekatete sur le comité de gestion de cette école. De ce fait, le personnel soignant de l'école fondamentale de Tchewe demande l'intervention des autorités en charge de l'éducation au niveau communal et provincial afin de trouver solution à ce problème. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Evelyne Molekatete pour recueillir sa réaction. Et dernier dossier de ce journal, l'abandon scolaire des enfants qui augmente dans la province Muyinga est souvent dû à la déception qu'ils subissent une fois arrivés à l'école. Propos de la Linibizi qui suivent de près l'éducation Burundi. Selon encore cette éducatrice, le manque de matériel didactique est également un autre défi qui est à l'origine de ces abandons. Suivez Eulalie Nibizi. Les effectifs des abandons scolaires au cours de ce trimestre précédent en commune Gasogwe, province de Muyinga sont inquiétants. En effet, si on constate que les enfants de la première à la troisième année enregistrent un taux d'abandon très élevé, là, il faut regarder à travers l'encadrement des élèves et cet encadrement qui est de deux niveaux, l'encadrement à l'école mais aussi l'encadrement en famille. Au niveau de l'école, souvent la cause c'est que l'engouement, l'envie des enfants d'aller en première année, deuxième et troisième année est souvent déçu quand ils arrivent en classe. L'accueil qu'ils attendaient, recevoir à l'école les déçoit. Un bon accueil pour un enfant, surtout de la première à la troisième année, c'est que l'enfant arrive à l'école et trouve une classe
une classe avec des bancs pupitres, avec du matériel scolaire, avec des enseignants qui sont là, qui sont disposés à les recevoir, mais aussi avec des effectifs qui sont gérables, c'est-à-dire des effectifs qui se trouvent dans les normes de la taille de la classe, des effectifs qui ne dépassent pas 50, tout au plus, mais normalement ça devait être des effectifs qui vont de 30 à 50 pour que l'enseignant puisse voir tous les enfants, les encadrer, les éduquer et les former, mais aussi pour que les enfants, quand ils sollicitent l'appui de l'enseignant, qu'ils puissent l'avoir. Un cours de 30 minutes ne peut être réussi que quand les effectifs sont raisonnables, quand l'enseignant a le temps de s'occuper de chaque enfant dans sa classe. Donc les abandons scolaires sont donc souvent causés par cette absence de salle de classe qui a une taille acceptable vis-à-vis des effectifs ainsi que ce matériel didactique. La deuxième cause, c'est souvent qu'il n'y a pas d'enseignants. On trouve souvent des écoles où il y a très peu d'enseignants et le peu d'enseignants qu'il y a n'a pas de formation suffisante et n'est pas capable d'encadrer correctement les enfants, de les écouter, de les former, mais aussi de se préoccuper de leurs besoins. De plus, pour Elali Nibidi, la pauvreté extrême qui s'observe dans différentes familles au Burundi est aussi un autre facteur de ces abandons scolaires. Ainsi, elle demande au gouvernement de mettre en place tout le matériel scolaire nécessaire dans les écoles avant d'y inviter les enfants. La deuxième cause de l'abandon scolaire provient de la famille. Souvent, les familles n'ont pas assez de moyens et les enfants vont à l'école sans avoir mangé. Une fois que l'enfant va en classe sans repas, il ne peut même pas faire une heure sans somnoler. Souvent, ce sont les migraines, ce sont les maux de tête, l'enfant en fait perd ses énergies et commence à poser la tête sur le banc pupitre s'il en a et commence à somnoler ou tout simplement à se plaindre des douleurs multiples, à tel point qu'après quelques jours, il n'assimile rien et l'enseignant, constatant que l'enfant n'est pas attentif, il peut le punir et ça peut être une source d'abandon. Mais aussi, quand il n'assimile rien, il perd le goût de l'école et il rentre à la maison. Vous comprenez que la pauvreté des ménages, la famine et surtout cette période où la récolte vraiment a été très faible au niveau du Burundi, les familles sont pauvres, ils n'ont rien récolté, ils n'ont pas de revenus pour acheter à manger à ces enfants-là. Ainsi, la famille affecte la scolarisation des enfants. Et le conseil que je donnerais, c'est d'attaquer les problèmes là où ils en sont. Mais tout cela prend racine au niveau de la planification de la rentrée scolaire, des finances, mais aussi du développement communautaire. Le conseil, c'est que le gouvernement du Burundi doit organiser la rentrée scolaire depuis le mois de septembre pour que les enfants puissent obtenir tout ce qu'il faut quand ils vont à l'école. C'est-à-dire que la rentrée doit être prévu à une date où tout est prêt à l'école. Ne pas planter des écoles dans des endroits où il n'y a presque pas de classe. Il faut que alors le gouvernement planifie la mise en place des écoles en fonction de la disponibilité des moyens. Qu'il y ait des classes qui peuvent contenir les effectifs prévus, qu'il y ait des bancs pupitres, qu'il y ait du matériel scolaire, que l'enfant effectivement aille à l'école tout en recevant tout ce qu'il faut pour qu'il apprenne correctement et qu'il reçoive l'encadrement qu'il faut. La Linibidi réagit après avoir constaté qu'en commune Gasobwe, province Muyinga, il y a eu beaucoup d'abandons scolaires dans les écoles primaires très récemment. Cette activiste de l'éducation plaide aussi pour les enfants burundais des camps des réfugiés de Nyarugusu Nduta, c'est en Tanzanie, qui viennent de passer déjà 2 semaines sans étudier. Pour Elali Nibidi, ces enfants ne devraient pas être victimes de problèmes des écoles sous contrôle de l'ONG Save the Children. Elle demande surtout au ACR et au gouvernement tanzanien de protéger ces élèves et de dialoguer avec cette ONG Save the Children pour dénouer le nœud de ce problème. Encore une fois, Elali Nibidi. C'est dommage que les enfants réfugiés au camp de Nyarugusu en Tanzanie fassent ces 3 semaines sans pouvoir accéder à la classe. D'après les témoignages des parents et des élèves, il s'agit d'un conflit entre l'organisateur de la formation, Save the Children, et le gouvernement. Finalement, c'est un conflit qui vient de faire plusieurs jours, 3 semaines, c'est le tiers d'un trimestre, et même la moitié de la période des apprentissages. Normalement, quand il y a un conflit comme celui-là,
le gouvernement devrait prendre sa responsabilité pour intervenir et pour faciliter le dialogue entre l'organisateur Save the Children et les enseignants et voir comment trouver une issue alors que les enseignants sont à l'école et que les enfants sont encadrés. Et au cas où le gouvernement est impliqué dans le conflit, normalement le HCR devrait intervenir pour remettre les choses en ordre, notamment en facilitant le dialogue et en cherchant une solution qui travaille bien sûr à l'avantage des élèves mais sans violer les droits de ces enseignants-là. C'est donc inhabituel de voir une ONG comme Save the Children qui sait l'avantage de l'école, qui sait le rôle et qui n'ignore pas l'importance de l'encadrement scolaire pour les enfants, surtout ces enfants de réfugiés qui vivent dans des conditions difficiles de promiscuité, que cette ONG puisse laisser les choses faire comme ça au lieu d'informer. Normalement, ils devraient informer les parents, leur parler du problème qui existe et des mesures qui sont en cours, mais aussi de conseiller les parents de garder leurs enfants à la maison. Je peux dire que c'est une question de responsabilité, mais aussi de démission vis-à-vis de l'obligation de doter à ces enfants le droit à l'éducation. C'est pourquoi j'interpelle le HCR, qui en fait est l'initiateur de ce droit-là dans les camps de réfugiés, de prendre la responsabilité pour écouter les parties en conflit et aider à trouver une solution qui permet à ces enfants d'obtenir leurs enseignements. Et voilà, c'est par ces interventions de la ligne Libidi que nous mettons point final à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Merci à toute l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique. Au micro, vous étiez avec Inès Gakiza. Excellente soirée chez vous.